Le peuple malien se prépare à exercer son droit de vote le 29 juillet, date de la présidentielle. Le président Ibrahim Boubacar Keïta, candidat à sa propre succession, assure conduire le Mali sur la bonne voie. Au Zimbabwe, on redoute toujours des scrutins émaillés de fraude. Le leader de l'opposition, Nelson Chamisa, qui se dit confiant de remporter les prochains scrutins, a tenu une conférence de presse à Harare. En Guinée équatoriale, le rideau est tombé sur le 6e dialogue national qui s'est tenu à Malabo du 16 au 24 juillet. Deux principaux partis de l'opposition ont boycotté la fin de cette importante rencontre. C'était là le sommaire de cette édition, mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue. Le peuple malien se prépare à exercer son droit de vote le 29 juillet, date de la présidentielle. Le président Ibrahim Boubacar Keïta, candidat à sa propre succession, assure conduire le Mali sur la bonne voie malgré des poches de violence et des résidus de terrorisme. Reportage. Le président malien est en plein dans la campagne électorale. Dans un entretien accordé à un groupe de journalistes, il assure qu'aujourd'hui, il n'y a plus de belligérance au Mali. Ibrahim Boubacar Keïta a aussi affirmé qu'il y a des poches de violence, des résidus de terrorisme, ni Serval ni Barkhane n'ayant pu bouter dehors l'ensemble des terroristes. Alors que ses opposants lui reprochent son goût des voyages et l'accusent de mauvaise gouvernance et d'échec sur le plan de la sécurité, le chef de l'État sortant dit ne pas être un président qui rase les murs. Le président a dit sentir depuis le début de la campagne chez ses concitoyens l'espoir en un Mali dont le chemin qu'il a parcouru est estimé insuffisant mais appréciable, allant dans la bonne direction. Il a souhaité assister à une fête électorale le 29 juillet, marquée par des élections apaisées auxquelles le peuple malien appelle de tous ses voeux, de son tréfonds depuis des mois et des mois. Élu en 2013 au deuxième tour avec plus de 75% des suffrages, il défend cette fois-ci son bilan devant les électeurs. Porté par le Rassemblement pour le Mali, Ibrahim Boubacar Keïta, 73 ans d'âge, place la sécurisation du territoire en tête de ses priorités. 24 candidats sont en lice pour la magistrature suprême. En Guinée équatoriale, le rideau est tombé sur le 6e dialogue national qui s'est tenu à Malabo du 16 au 24 juillet à l'initiative du président Teodoro Obiang Bazogo. Plusieurs accords ont été paraphés entre le gouvernement et l'opposition, mais il faut dire que deux principaux partis de cette opposition ont boycotté la fin des travaux. Reportage Narcisse Oum, notre correspondant dans la région. C'est sous les applaudissements des délégués que l'opposition et le gouvernement de la Guinée équatoriale ont signé à Malabo. Le document marquant la fin du 6e dialogue national, à l'absence de quelques partis politiques de l'opposition, dont l'Union du centre-droit et la Convergence pour la démocratie sociale. Le modérateur revient ici sur quelques grandes lignes du dialogue national. Il n'y a pas dans ce monde aucun gouvernement qui a rempli le dit commandement. Entre les uns et les autres, il faut qu'ils s'entendent pour trouver une position commune qui peut aider le pays, qui peut aider les enfants du pays pour éviter ce qu'on connaît dans tous nos pays, la guerre. Insatisfait de cet opposant politique, signataire de l'accord. Oui, très satisfait parce qu'on a parlé de tout. De ce qui nous plaisait, ce qui ne plaisait pas. On est satisfait des réponses positives et même des résistances aussi. Parce qu'avec toutes les positions, on construit la nation. Mais ce dernier prône un changement de régime. Pour moi, le changement doit être autrement. Le changement doit être un changement de la tête jusqu'aux pieds, pas dans les mains. Prononçant son discours de clôture, le président Obiang a quant à lui qualifié le dialogue de franc et sincère. Pour rappel, le dialogue national instauré par le président équato-guinéen obéit aux objectifs d'une meilleure gouvernance politique, économique et sociale de la Guinée équatoriale. Il a pour but de permettre une plus grande ouverture politique et aborder tous les sujets de société afin d'améliorer le vivre ensemble.
Au Zimbabwe, l'opposition redoute toujours des scrutins émaillés de fraudes à quelques jours des élections présidentielles et législatives du 30 juillet. Le leader de l'opposition, Nelson Chamisa, qui se dit confiant de remporter les scrutins, a tenu une conférence de presse à Harare, une sortie au cours de laquelle il a critiqué le parti au pouvoir et la commission électorale pour des pratiques douteuses. Nous avions soulevé un certain nombre de questions fondamentales, des questions liées à la violence et à l'intimidation, aux armées de l'État, aux ressources de l'État, à nos chefs traditionnels et à la politisation de l'alimentation, en particulier dans le contexte du parti au pouvoir et du gouvernement qui distribue de la nourriture à la population en période électorale. Ils ont commencé à distribuer de la nourriture au cours des 2 dernières semaines et c'est un gros problème qui doit être réglé. Il est clair que nous avons une commission électorale qui est biaisée. Nous avons une commission électorale qui a perdu la confiance du peuple zimbabwéen. Nous avons une commission électorale qui a choisi de jeter le sifflet en tant qu'arbitre et de rejoindre une autre équipe, en particulier l'équipe de Mnangagwa. Et c'est pourquoi le président Mnangagwa ne se plaint pas parce que l'équipe joue en son nom. Mais ce que nous avons décidé, c'est de faire en sorte de vaincre à la fois l'arbitre et le joueur. Nous ne pouvons pas nous boycotter nous-mêmes. Nous sommes zimbabwéens. Il n'est pas possible de boycotter notre victoire. C'est ce que les perdants voudraient que nous fassions. On ne suit pas les conseils des perdants. Nous ne suivons pas les conseils de ceux qui sont vaincus. Nous sommes très clairs et très circonspects. Respectons la volonté du peuple. Le peuple veut que nous vainquions la dictature, que nous vainquions la pauvreté, que nous vainquions la tyrannie, que nous vainquions son désespoir. Au Liban, la crainte d'un recul de la liberté d'expression s'accentue. Les interpellations récurrentes des militants actifs sur les réseaux sociaux suscitent des réactions et l'indignation de la part des ONG. Des activistes se sont rassemblés mardi soir dans le centre de Beyrouth. Ils ont manifesté contre une vague d'interrogations par les forces de sécurité libanaises de gens faisant des commentaires publics sur les réseaux sociaux. Le Liban est le théâtre depuis plusieurs mois d'arrestations d'activistes ou de simples citoyens en raison de leurs commentaires sur la toile critiquant des responsables politiques ou traitant de questions telles que la corruption ou la religion. La semaine dernière, le Bureau de lutte contre la cybercriminalité a ainsi interpellé 6 activistes avant de les relâcher. Depuis mardi soir, 2 autres activistes ont été interpellés, tandis qu'un 3e devrait comparaître vendredi devant le bureau chargé de la cybercriminalité. Des centaines de citoyens et activistes dénoncent le recul sans précédent de la liberté d'expression et du niveau général des libertés. Durant les 10 derniers jours, nous avons constaté 7 violations. Et c'est un chiffre nouveau au Liban dans une si courte période. Il faut que l'État change son langage répressif vis-à-vis du citoyen. Il y a un espace de liberté dont le citoyen doit pouvoir bénéficier pour y exprimer ses désaccords sur les dossiers du pays sans qu'il soit interrogé par un service de sécurité pour l'intimider politiquement. Quand nous étions petits, on nous racontait que Beyrouth était la capitale des écrivains arabes, qu'ils venaient de tous les pays arabes où ils étaient réprimés par des tyrans. Ils venaient à Beyrouth pour écrire ce qu'ils voulaient. Et maintenant, les enfants de ce pays ne peuvent même pas écrire la moitié de ce qu'ils veulent. Le Liban traverse depuis plusieurs années une période de stagnation économique et politique. L'élection d'un nouveau chef de l'État en octobre 2016 et la formation d'un nouveau gouvernement n'ont pas réussi à relancer la machine. L'île de France va connaître un coup de chaud jusqu'à vendredi. À Paris, les touristes tentent de se rafraîchir dans les plans d'eau alors que la capitale connaît un épisode caniculaire. Météo France s'attend à ce que les températures continuent de monter jusqu'à vendredi pour atteindre 34 à 37 degrés. Météo France a placé 9 départements en vigilance orange jusqu'à au moins ce jeudi. Sur le terrain, la canicule est remarquable pour conséquence un pic de pollution à l'ozone, des restrictions de circulation dans la région et l'ouverture de salles où les gens peuvent venir se rafraîchir à Paris. Un forfait
anti-pollution de 3,80 € pour la journée permettra d'emprunter les transports en commun franciliens. La région prendra aussi en charge les coûts pour le covoiturage sur les trajets de courte distance. Les touristes se démerdent avec une telle chaleur. Heureusement, on a la climatisation à l'hôtel, donc ça va. On est habitué. En Allemagne aussi, on a eu un temps très chaud ces 2 dernières semaines, donc on est obligé de s'habituer. Pour les autres qui viennent à Paris, apporter de l'eau, boire de l'eau et trouver un endroit où se doucher 2 fois par jour. Oui, on s'attendait à ce qu'il fasse chaud. Nous avions entendu des personnes conseiller d'apporter des ombrelles. Donc, on s'était préparé. On a pris de l'eau et vêtements légers. Les températures doivent baisser ce week-end avant de remonter la semaine prochaine. Ces fortes chaleurs entraînent un épisode de pollution à l'ozone en Île-de-France. Ce gaz corrosif favorise l'asthme et peut aggraver des troubles cardiovasculaires ou respiratoires. Le thermomètre va aussi grimper ailleurs, notamment dans le nord de la France. C'est à présent l'instant sport de cette édition. On retrouve Johannes Toano juste après ceci. Johannes Toano, bonjour. Bonjour. Alors, mardi déjà et mercredi, c'était le 2e tour préliminaire de la Ligue des Champions. Les résultats, c'est avec vous. Tout à fait. Plusieurs matchs étaient au programme. On va y aller au pas de charge. Baté Borisov, AJK Helsinki, 0 but partout. Ludogorets, Videoton, 0 but partout également. Koukessi, Karabag, 0 but partout. La Gaz d'Amsterdam a dominé Sturm Graz grâce à Ziyech et Schone, 2 buts à 0. Celtic, Rosenborg, 3 buts à 1, doublé d'Edward et Nchapour a signé 1 but pour le Celtic. Melling a marqué l'unique but de Rosenborg. FC Astana 2, Midtjylland 1. Les buts ont été marqués par Kleisler, doublé pour Astana, et Vikheim pour Midtjylland. Le CFR Cluj a été surpris à domicile par le Malmö, but de Strandberg. Le PAOK Salonique a dominé le FC Bâle 2 buts à 1 par des buts de Kanias, Primovic pour le PAOK Salonique et Ageti pour le FC Bâle. Le Dynamo Zagreb n'a pas fait de détails. 5 buts à 0 face à l'Apoel Beersheva. Nous vous épargnons des buteurs. Le FK Shendia a dominé le Sheriff Tiraspol 1 but à 0. L'unique but du match a été marqué par Ibrahimi. L'Étoile Rouge de Belgrade a dominé le FK Suduva 3 buts à 0. Le Legia Varsovie s'est fait surprendre à domicile par le Spartak Travna 2 buts à 0. Alors, le marché des transferts continue donc de s'animer de plus belle. Aujourd'hui, on fera donc le point de la journée d'hier, en commençant par le sélectionneur du Brésil. Tout à fait. Et ce mercredi, la Fédération brésilienne a annoncé la prolongation de contrat de son sélectionneur Tite jusqu'en 2022. L'élimination en quart de finale du mondial russe n'a donc pas brisé l'idylle entre Tite et ses dirigeants. Du côté des joueurs, André Ayou rejoint Fenerbahçe. L'ex-Marseillais André Ayou est tombé d'accord avec le club turc. Il avait été relégué en D2 anglaise avec Swansea. Le Ghanéen doit passer ce jeudi même sa visite médicale et paraffer son contrat avec le club turc. Joris Gagnon lui file à Séville. Le défenseur rennais est officiellement transféré au FC Séville. Le Stade rennais a officialisé la nouvelle ce mercredi soir. L'international Espoir a paraffé un contrat de 5 ans avec le club andalou. L'indemnité de transfert devrait avoisiner les 15 millions d'euros. Un autre André, cette fois-ci André Schorle, qui signe à Fulham. L'international allemand s'est officiellement engagé avec Fulham. C'était ce mercredi. Il est prêté pour les 2 prochaines saisons par le Borussia Dortmund. Pour finir, la promesse russe Alexandre Golovin devrait lui passer sa visite médicale ce jeudi en principauté. Un contrat de 5 ans assorti d'un salaire annuel de 2 millions d'euros lui tend les bras à l'AS Monaco qui était en concurrence sur ce dossier avec Chelsea. Merci donc à vous, Johannes, pour ces précisions sportives. Mesdames, Messieurs, c'est donc tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. L'information se poursuit sur SICA et ses différents sites. Restez donc à notre compagnie.